Je vous remercie d'être venu, malgré la tempête printanière. Vous savez, pelleter, c'est aussi la gestion de l'eau. Mais aujourd'hui, on va parler d'une gestion de l'eau d'un côté beaucoup plus global. Donc, ce que je vous propose, c'est un voyage dans l'univers de la gestion de l'eau. On va commencer ici par... Excusez-moi. On va commencer par... Ici, c'est une carte des aquifères. C'est un gros plan sur un secteur en Asie. Vous voyez la pointe de l'Inde. Et sur cette carte-là, les différentes couleurs représentent des aquifères de différents types. Les aquifères qui sont en bleu, c'est les aquifères les plus faciles à explorer. C'est des aquifères qu'on qualifie de majeurs. L'exploitation est beaucoup plus facile. Et ces aquifères, au plein centre, on a un aquifère bleu foncé. C'est donc un aquifère avec une recharge élevée. C'est des aquifères qui ont plus de 150 mm de recharge, donc d'eau nouvelle chaque année. Et, entre autres, c'est le territoire du Bangladesh. Le Bangladesh, c'est un pays pauvre. C'est un pays pour lequel les habitants s'abreuvaient principalement d'eau de surface parce qu'il y a une convergence de plusieurs fleuves dans le Bangladesh, mais ces fleuves sont très pollués. Ce qui fait que les gens buvaient de l'eau qui était de très mauvaise qualité. Il y a eu une réaction à l'échelle mondiale pour essayer d'aider ces gens-là. Puis, grâce à des dons qui ont été faits à des organismes, il y a au-dessus de 12 millions de puits qui ont été creusés, des puits assez peu profonds pour permettre de donner accès aux gens du Bangladesh à de l'eau de bien meilleure qualité que les eaux de surface. Maintenant, les 130 millions de Bangladais, il y en a 90% qui sont abreuvés de ces puits-là à partir de financements de gens comme vous qui ont donné à des organismes humanitaires, style Oxfam, UNICEF, et qui ont permis ce financement-là. Toutefois, au fil des années, on a réalisé qu'il y avait de plus en plus de gens au Bangladesh qui avaient des problèmes de santé, notamment des problèmes de peau. Les premiers qui ont été malades ont été assez rejetés par leur communauté et ça a commencé à créer certains problèmes. Personne ne comprenait trop d'où venait cette maladie jusqu'à ce qu'un médecin du Bangladesh réalise que les gens, en fait, avaient un problème d'empoisonnement à l'arsenic. Ce qui a été confirmé en 1990, soit 20 ans après qu'on a commencé à mettre sur pied, grâce à des dons, ces programmes de puits. Donc, en fait, on a mis sur place tout un système qui, pour aider les gens, ont causé un problème qui est, à bien des égards, peut-être plus grand encore que le problème initial. L'arsenic, c'est disponible naturellement dans certaines roches. Et c'est le cas au Bangladesh. Personne ne s'en est douté que cette eau-là contenait de l'arsenic. Donc, c'était un premier problème. L'arsenic n'a pas de goût ni d'odeur. Si vous avez intéressé aux histoires du Moyen-Âge et des royautés, vous savez qu'ils s'empoisonnaient tous un l'autre à l'arsenic. C'est parce que c'est relativement facile de dissimuler l'arsenic dans la nourriture, dans les breuvages. Si on en consomme en grande quantité, on a des intoxications, il peut y avoir des vomissements. Le problème survient plus si on consomme en assez petite quantité. C'est très sournois, on ne s'en aperçoit absolument pas. Puis, on va développer très lentement des cancers, des lésions. Au Bangladesh, on estime maintenant qu'environ 35% des puits ont des concentrations d'arsenic qui sont supérieures à ce qui est recommandé. La seule façon de réagir, c'est de tester un à un ces 12 millions de puits-là. Le pays est pauvre, a peu de moyens financiers pour faire ça. Mais il y a quand même une démarche qui est faite. Vous avez une carte qui représente en rouge les secteurs les plus touchés, mais c'est basé sur un assez petit nombre d'échantillons. Et qu'est-ce que les gens font? C'est que dès qu'un puits est testé, on va le peindre en vert ou en rouge pour indiquer si c'est de l'eau qui peut être utilisée pour boire ou si c'est de l'eau qui doit être utilisée strictement pour d'autres fins, comme le lavage, ce qui ne serait pas un problème ni un danger.
on réalise aujourd'hui, maintenant encore 20 ans plus tard, que des gens qui ont bu que de puits indiqués en vert sont malades de l'arsenic, parce que les concentrations même faibles causent des problèmes, et aussi parce que les concentrations fluctuent avec le temps, ce qui fait qu'il peut y avoir un mauvais diagnostic, si on veut, de ce puits-là. J'ai choisi de faire l'introduction par le Bangladesh parce que ça me semble être un cas assez frappant, qu'on veut trouver des solutions et des fois, on peut causer des problèmes par rapport à ça et qu'il y a donc une vision globale qui doit être prise et il y a un problème et c'est un sujet qui est assez sérieux. La question que je soulève aujourd'hui, c'est comment faire le meilleur usage de l'eau et j'ai mis en sous-titre que c'est un défi récent au Québec. Parce que nous, on vit dans l'abondance. Et cette abondance-là fait qu'on est un peu aveugle à ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. Et la situation n'est pas très intéressante, la plupart des endroits, beaucoup moins qu'ici, et il faut quand même s'y intéresser, ne serait-ce que pour voir qu'est-ce qui risque de nous arriver si on continue à agir comme on agit aujourd'hui. On vous parle souvent aussi de changement climatique, ça ne sera pas dans les sujets aujourd'hui. Mais quand on parle de changement climatique, c'est toujours quelque chose qui est loin. On parle du climat en 2050, du climat en 2100. Quand on parle de gestion de l'eau, la crise n'est pas en 2050, elle n'est pas en 2100, la crise est aujourd'hui, elle a commencé. Il y a bien des endroits sur la Terre, la crise est gravement commencée. Pourquoi il y a des problèmes avec la gestion de l'eau? D'abord, c'est que la société change et change très rapidement. Le premier point, c'est l'accroissement de la population. Voici les recensements que l'on a depuis la naissance du Christ jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu attendre l'an 1804 avant qu'il y ait 1 milliard d'habitants sur la Terre. Et depuis, on a dépassé 6 milliards en quelques 200 années. C'est une progression fulgurante, on le voit sur la carte. Sur le graphique, c'est une progression très incroyable. Juste si on se compare à 1804, si on est 7 fois plus nombreux aujourd'hui, c'est 7 fois plus de personnes qui non seulement doivent boire, mais surtout consommer de l'eau via leurs biens et services. Et donc, il y a un besoin important et ça crée une pression immense sur la ressource. Deuxième point, nos technologies sont maintenant considérablement augmentées. On a des capacités de faire des pompages, on a des capacités de détourner des rivières, des capacités d'agir sur la ressource comme jamais auparavant. C'est le cas le plus classique que je vous ressors aujourd'hui, c'est le cas de la mer d'Aral. Si vous êtes familier avec ça, c'est le bassin versant. La mer d'Aral est au centre, un peu à droite, et elle est abreuvée par 2 fleuves, et c'est dans un secteur assez aride. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au début des années 60, le système soviétique cherchait à augmenter son commerce international, voulait augmenter la production de coton et a détourné les eaux de ces 2 fleuves-là pour faire la production de coton pour l'exportation. La mer d'Aral, qui était le 4e plus grand lac sur la Terre, a rétréci considérablement. On a ici des images satellitaires qui datent de 1973. Ça avait déjà commencé en 2004. C'est l'exemple le plus frappant de qu'est-ce qu'on est capable de faire en quelques dizaines d'années pour faire disparaître un plan d'eau à cause d'une surconsommation. Cet exemple-là est probablement aussi très populaire parce que c'est un exemple qui se passait au niveau de l'Union soviétique à l'époque. C'était les méchants. Donc, ça faisait aussi plaisir à beaucoup de personnes de les pointer du doigt puis de dire comment ils fonctionnaient mal. Il ne faut pas chercher très loin pour trouver des exemples ailleurs qui sont moins spectaculaires à cause des superficies, mais qui ont le même effet. Je vais vous en présenter un dans quelques minutes. L'autre problématique, c'est qu'on travaille avec un volume fini d'eau renouvelable. Vous savez tous qu'il y a un volume d'eau sur la Terre qui est le même depuis les dinosaures. Ce n'est pas celui-là que je vous parle. Ce que je vous parle, c'est le volume d'eau qui, à l'échelle de la Terre, se renouvelle d'année en année. C'est en fait le cumul des précipitations
moins ce qui arrive et s'en va aux océans. C'est cette quantité d'eau-là qu'on peut en fait consommer et cette quantité d'eau-là qui doit être partagée aussi avec les écosystèmes aquatiques. Ce volume-là, maintenant, est établi à 43 000 km3 d'eau, ce qui est considérable. On estime la consommation actuelle de la population à peu près 10 de ce volume-là. Vous pourriez dire, pourquoi il y a un problème, pourquoi il y a une crise, si on n'exploite que 10 En fait, c'est que beaucoup des cours d'eau coulent vers des secteurs inhabités. Au Canada, on est bien placé pour le savoir. Prenons qu'une rivière au Québec, les rivières qui coulent vers la baie d'Hudson, les rivières qui coulent vers la baie d'Ungava sont autant d'exemples de rivières qui n'ont pas de consommation et qui viennent augmenter donc ce volume d'eau renouvelable-là, mais qui ne sert pas à consommation. Donc on estime que c'est environ la moitié de l'eau qui est accessible et qui est renouvelable, qui est consommée. Donc on est beaucoup plus près d'une zone critique, parce que je vous rappelle, cette eau-là doit être partagée avec l'écosystème aquatique. Ici, on a une répartition de l'eau renouvelable par continent. C'est tout simplement pour montrer que des inéquités, des continents qui reçoivent beaucoup plus d'eau, et certains aussi plus d'eau parce qu'ils sont plus gros. C'est le cas de l'Asie, notamment, qui est un très gros continent, qui reçoit à peu près le tiers de l'eau renouvelable. Si on accole maintenant les populations, mais on voit que l'Asie, même si elle a 36 de l'eau, a 61 de la population. Et c'est un des secteurs où il y a le plus de problèmes d'eau, notamment pour des raisons aussi de pauvreté, mais aussi des questions d'accès limité. L'Afrique, qui est souvent un problème, a beaucoup de difficultés, souvent beaucoup plus économique que des problèmes d'accès, et l'Amérique du Nord, qui est choyée, 15 de l'eau renouvelable avec 8 de la population. Puis si on appliquait le Canada, le ratio serait encore plus favorable. Et vient s'ajouter à ça l'accroissement de la population, l'accroissement des technologies, un volume limité, le climat changeant, le fameux changement climatique, qui vient apporter une incertitude. Pour moi, qui a géré l'eau, le changement climatique apporte de l'incertitude, va m'aider les quatre, mais pour moi, le problème est déjà en place. Il faut aller vers une gestion intégrée. Là, c'est comme le professeur qui s'exprime à vous, parce que c'est vers ça qu'il faut aller. Et pour ça, il faut prendre en compte tous les systèmes, il faut mieux faire. Et ça, c'est la liste des choses qu'on devrait faire et qui est à inventer collectivement. Donc, il faudrait renforcer notre cadre légal et réglementaire, c'est au Québec, mais à l'échelle mondiale aussi, je vais en discuter. Il y a le volet des réalités financières et économiques. Il faut mettre ça dans un cadre économique. Il faut aussi veiller à ce que toutes les institutions soient impliquées et aient des rôles qui sont clairs. Il faut protéger les écosystèmes et on a besoin de répondre aux besoins de la société. Tout ça, dès aujourd'hui, tout en maintenant la capacité future, vous voyez, c'est le vocabulaire du développement durable qui est repris ici. À quoi sert l'eau? Okay. L'eau a 5 fonctions principales et on a besoin d'avoir ça dans notre tête quand on veut gérer l'eau pour comprendre tous les rôles, pour s'assurer qu'on va respecter ça. Survie des populations, notre santé, santé des autres animaux, mais pensons d'abord à nous, si on veut. Ensuite, l'eau sert d'habitat, l'habitat aquatique. L'eau sert de transport pour les charges particulières et les charges dissoutes. Là, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie trop souvent. L'eau va déplacer des ions, l'eau va déplacer des particules, et c'est un rôle important dans le système. La fonction la plus couramment citée, c'est la fonction de production, c'est-à-dire qui est en 2 volets. Il y a le volet de l'écosystème terrestre, qui inclut l'agriculture pluviale, donc sans irrigation, et il y a le volet du développement de la société, donc l'eau qui fournit l'agriculture irriguée, les villes, les industries. Souvent, on a tendance à se concentrer que sur ce volet-là et de proposer des visions purement techniques où on va se contenter de dire on a un problème d'eau, on va aller chercher une autre source, on va installer des pompes plus grosses, on va faire mettre des plus gros tuyaux, on va régler ça par des problèmes techniques. Et à ce moment-là, c'est qu'on s'adresse uniquement à ce volet-là de l'eau et on oublie les autres fonctions. La 5e est encore plus oubliée, c'est le volet culturel.